Donc déjà, bienvenue dans cette Malte Academy. Moi, je suis Camille Blanc. Je fais partie de l'équipe Community chez Malte. En fait, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre clients et freelance. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déjà inscrits chez nous. On travaille pour info avec plus de 180 000 freelance pardon, en France, en Espagne et en Allemagne. Et environ 90 000 clients travaillent avec nous. Donc ça, c'est pour la partie Malte. Et en fait, pendant cette période un peu particulière de confinement et de crise sanitaire, on a décidé, comme plein d'autres entreprises, de mettre en place un peu des projets, des initiatives pour qu'on puisse mieux vivre cette période tous ensemble. Donc, parmi les initiatives qu'on a mis en place, donc vous avez d'abord une page donc covid19.malte.fr qui en fait est un résumé de plein d'infos. Donc, si vous êtes freelance et que vous souhaitez un peu mieux comprendre ce qui est mis en place au niveau de l'État, au niveau des banques pour vous aider, n'hésitez pas à aller voir cette page. Elle est mise à jour toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. On y a aussi ajouté plein de bons plans un peu plus divertissants, on va dire, et des liens utiles. Donc vraiment, n'hésitez pas à la voir régulièrement, voire à l'enregistrer dans vos favoris. Ensuite, pour aider et pour contribuer à notre niveau à cette crise actuelle, on a proposé à nos freelances, en fait, donc les freelances sur Malte se créent un profil, certains d'entre vous le savent déjà, et en fait, on a proposé à ces freelances d'ajouter un hashtag à leur profil qui est le hashtag Ready to Help pour que, en fait, quand une entreprise qui propose une solution pour lutter contre cette crise d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle puisse les trouver facilement et qu'en fait, ces freelances puissent proposer leurs services de manière bénévole. Donc, on a déjà pas mal de projets qui ont été mis en route. C'est super chouette. On a aidé à un projet pour la Croix-Rouge, une autre plateforme aussi de thérapeutes solidaires, je crois, et une autre plateforme encore pour aider à proposer des logements au personnel hospitalier. Donc voilà, si vous êtes freelance sur Malte, n'hésitez pas à ajouter ce hashtag dans votre profil. Ça peut être dans votre titre ou dans vos compétences et vous remontrez comme ça dans ces recherches. Donc voilà, donc ça c'est pour aider un peu à notre niveau. Et le troisième point, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour un peu lutter contre l'isolement et c'est un peu dur de dire ça, mais profiter de cette période pour se former et pour en ressortir un peu plus fort. On a donc développé les Malte Academy, qui sont donc des formations, des webinars, des conférences. Ça peut être des formats assez variés, des ateliers aussi parfois, sur plein de sujets, donc surtout orientés quand même tech. On s'adresse pas que à des freelances, donc n'importe qui peut s'inscrire au Malte Academy. Et ce sont des formations sur le format en général d'une heure qui sont gratuites, entièrement gratuites, en français, en anglais, en espagnol ou en allemand. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site malte-academy.com pour voir soit les replays des formations passées. D'ailleurs, Jérémy et Mickaël en ont déjà fait une il y a quelques semaines, donc vous pouvez aller voir, ou voir les futures formations prévues. C'est tout pour moi. Je vais pouvoir vous laisser la parole et je reviendrai du coup en fin de webinaire si vous avez des questions concernant Malte, le freelancing ou la situation actuelle. On verra ça à la fin, mais je laisse Jérémy et Mickaël gérer pour l'instant. Merci tout le monde. Merci à vous tous les deux. Ok, alors je vais vous partager mon bureau. Alors, est-ce que vous voyez bien mes slides chez vous? Michael, tu peux me confirmer Moi, peut-être? oui, Ok, et dans le chat, super. apparemment aussi. Ok, très bien. Bon, bah, bonjour déjà, bienvenue. Alors effectivement, on fait ce talk à la suite de la précédente Malte Academy qu'on avait fait ensemble, dans laquelle on avait abordé de manière assez généraliste la sécurité informatique. Aujourd'hui, on va se spécialiser un petit peu et on va aborder la sécurité web en particulier. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Jérémy Amselem, je suis consultant et je suis formateur en sécurité offensive. C'est-à-dire que mon activité principale, c'est le pentest d'infrastructure web, d'où du coup ce talk, et la formation de pentester. Donc, avec moi, il y a Mickaël, à qui je vais passer le relais maintenant. Merci. Moi, c'est Mickaël, je suis développeur, profil pas sécurité de base, mais la sécurité, c'est une passion. Avec Jérémy, on se connaît depuis un petit bout de temps et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, même si mes domaines, c'est plus du développement web ou du mobile natif. On va parler de sécurité. Je vais vous présenter le sommaire. Il est assez simple. Déjà, on va vous rappeler en fait les principaux concepts de la sécurité web. Si vous voulez avoir des concepts encore plus généralistes, on vous invite à aller voir le talk précédent. Ensuite, on va parler du coup de deux gros sujets, les serveurs web et les applications web. On va vous expliquer les différences, les vulnérabilités, comment se protéger, comment investiguer. Et ensuite,
on va finir par une démonstration où on va mettre en œuvre tout ce qu'on vous aura présenté pendant la présentation. Alors, c'est parti. On va commencer par vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qu'on imagine que vous avez tous plus ou moins vécue, soit directement, soit indirectement. La naissance d'un projet. Un projet, c'est quoi? C'est une idée, c'est un concept, et ça naît par quoi? Par une idée. On se dit, j'ai une idée, j'ai besoin d'une plateforme. J'ai besoin, par exemple, d'un site d'e-commerce. J'ai besoin d'un site vitrine. J'ai besoin d'une plateforme de mise en relation. Donc là, partons sur par exemple un site de e-commerce. Et ce site de e-commerce, on va commencer à l'imaginer, à le penser d'un point de vue produit, mais rapidement, il va falloir le concrétiser. Et donc là, il y a toute une étape qui va se passer où on va devoir faire des choix avec une équipe de développement. On va avoir plein de solutions techniques et des coûts, des avantages. Donc là, on vous a listé quelques technologies. Rapidement, WordPress, 35% du parc web, a priori, du site web, a priori sur du WordPress. En estimation, hein, c'est assez difficile d'avoir une vision ultra précise des choses, mais ça donne quand même un indicateur. 8 sites sur 10 à peu près en PHP, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres frameworks. Il y a du Node, il y a du Ruby, il y a de framework / langage. Mais du coup, à un moment, on fait un choix technique et on s'y tient. Ces choix-là, outre l'aspect technique, il va falloir commencer à héberger son site quelque part. Héberger son site quelque part, au début, on commence sur sa machine. Enfin, le développeur, en tout cas, installe les outils sur sa machine, fait marcher peut-être les 2-3 premières versions. Mais rapidement, pour pouvoir le montrer à un client, pour pouvoir avoir quelque chose qu'on peut partager entre plusieurs personnes, on a besoin de le rendre disponible sur Internet. Pas forcément pour tout le monde. Internet, du coup, généralement, on va louer des serveurs chez des hébergeurs pour pouvoir donner une adresse à quelqu'un pour qu'il puisse le consulter. Là, on vous a mis quelques exemples d'hébergeurs avec des offres plus ou moins différentes, mais dans les plus connus, en France, on a du OVH avec des dédiés par exemple chez TeamSuffit. On a Online / Scaleway, Dedibox, Microsoft Azure par exemple en cloud, du Amazon, du Google. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un côté, il y a la partie logicielle, technique du site, WordPress, PHP, etc. Et de l'autre côté, il y a cette histoire d'hébergement où on déploie son site sur Internet. Ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en fait, je suis tout seul, je ne suis pas connu, je fais mon petit site dans mon coin, et je pourrais me dire, mon site, finalement, c'est mon serveur perso. Si j'ai jamais envoyé l'adresse IP sur Google pour que ce soit référencé, si j'ai pas mis ça sur des annuaires, a priori, personne ne va le voir. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucun moyen que quelqu'un vienne se connecter. Donc, si personne va se connecter ou va regarder ce que je fais, c'est sécurisé en fait, puisque personne ne va venir m'attaquer. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qu'on va vous présenter rapidement, je vais passer la main à Jérémy, c'est que à partir du moment où on a quelque chose qui est disponible sur Internet, que ce soit un site perso dont on ne fait pas la pub, on a très rapidement des bots, des robots qui vont venir se connecter sur notre site web. C'est pas forcément toujours ultra dangereux, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut savoir ce que ça fait. Et les bots, en fait, ont une mécanique assez rapide et on peut se rendre compte que quand on crée son site web tout neuf, dans les premières heures, voire les minutes des fois, les bots commencent à rappliquer sur le site perso. Et je te passe la main, Jérémy. Merci. Alors du coup, effectivement, moi je vais vous faire un petit retour d'expérience par rapport à une analyse que j'ai faite en mai 2019. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau nom de domaine. Je l'ai gardé secret pour éviter que quelqu'un fasse des requêtes dessus. Je ne l'ai absolument pas référencé. J'ai laissé tourner dessus un serveur web aussi, qui était entre guillemets tout neuf. C'était un serveur que je venais d'acheter. Sur ce serveur web, j'ai mis quasiment aucun contenu. J'ai juste gardé dessus une page statique. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas interagi avec pendant 45 jours. J'ai analysé les logs de ce serveur et j'ai regardé ce qui s'est passé. Donc, sur 45 jours, j'ai eu 165 visites en tout. Alors, à noter que dans ma classification de visite, il y a une des visites qui est une visite réelle, entre guillemets. En réalité, c'est moi qui a testé, qui suis allé sur le site, du coup, juste pour voir si ça fonctionnait. Mais du coup, en ne faisant rien sur ce serveur, en n'exposant pas directement et en ne le référençant nulle part, j'ai eu en moyenne par jour 3,6 visites. Alors, on peut se dire que ce n'est pas énorme, mais pour un serveur qui n'est pas réellement utilisé, sur lequel il n'y a pas de changement, et surtout que j'ai gardé secret, ça fait quand même un petit peu beaucoup.
Alors, du coup, moi, j'ai regardé les IP qui sont connectés sur ce serveur, j'ai regardé leur comportement et j'ai regardé d'où est-ce qu'elles venaient. Donc, parmi les adresses IP que j'ai analysées, je vous disais, j'ai une visite qui est une visite légitime, entre guillemets, mais en réalité, c'est moi. J'ai juste testé pour regarder le premier jour si le site était bien en ligne. J'ai eu 115 visites qui venaient de scanners. Donc, quand je parle de scanners, ça peut être des robots d'indexation, par exemple, ça peut être des crawlers. Globalement, ça peut être des machines qui vont essayer de récupérer le contenu de mon site pour voir ce qu'il y a dessus, mais pas forcément avec des intentions malveillantes. Donc, ces scanners-là, ils ont automatiquement trouvé le domaine ou l'adresse IP de mon serveur, je ne sais pas lequel des deux, et ils ont commencé à chercher ce qu'il y avait dessus, mais de manière relativement peu agressive. J'ai trouvé aussi 49 adresses IP qui avaient un comportement qui était beaucoup plus malveillant. Donc là, clairement, je voyais dans les requêtes qui étaient faites qu'il y avait soit des tentatives de brute force de répertoire pour essayer de trouver des répertoires sur lesquels il y avait des fichiers d'administration, soit des tentatives de brute force sur des pages de login qui n'existaient pas en l'occurrence sur ce site-là, soit des scanners de vulnérabilité qui essayaient d'exploiter des vulnérabilités directement sur le site un petit peu plus complexes. Alors, parmi ces scanners de vulnérabilité, ou en tout cas parmi ces scanners malveillants que j'ai pu remarquer sur le site, au niveau de la provenance des adresses IP qui étaient analysées, j'ai remarqué beaucoup d'adresses IP qui provenaient des États-Unis. Alors, principalement chez l'hébergeur DigitalOcean. Alors, ce n'est pas forcément que les attaques viennent réellement des États-Unis, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont loué des serveurs dédiés chez des hébergeurs aux États-Unis pour faire ces attaques. Donc, globalement, j'ai eu des requêtes d'un petit peu partout. Alors, si on regarde les origines des attaques qu'on va avoir sur ce genre de honeypot, en fait, on aura globalement tout et n'importe quoi. On peut en avoir beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Russie, beaucoup en Ukraine, par exemple. Là, j'ai eu un panel sur ces 45 jours de pays assez variés sur toutes ces requêtes malveillantes. Alors, ce genre d'expérience, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a une personne en particulier qui a fait ce genre d'analyse à très grande échelle, c'est Andrew Morris. Donc, Andrew Morris, c'est le créateur d'un outil qu'il a appelé Grey Noise. Grey Noise, en fait, originellement, c'est un réseau de 86 honeypots, donc des machines comme la mienne, avec relativement peu de contenu et qui vont juste écouter ce qui se passe et voir les requêtes qui sont faites dessus. Donc, ces machines, elles remontent des informations sur le trafic qu'elles subissent. Et Grey Noise, du coup, c'est ce réseau de machines, mais c'est aussi une API et un outil de recherche et de visualisation qui permet de naviguer dans toutes ces données qui sont mises à jour automatiquement et quasiment instantanément, en tout cas très rapidement. Donc, c'est un outil qui, pour que ce soit du développement de l'administration système ou même une vision un petit peu plus sécurité, qui est extrêmement utile parce qu'il permet de comprendre les tendances des attaques sur Internet et de faire assez efficacement de la modélisation de menaces. Donc, par exemple, si on regarde les statistiques que j'ai eues sur les infos de visualisation, on note qu'il y a eu 64 000 requêtes qui étaient malveillantes, donc sur à peu près 86 machines et sur l'espace de 24 heures. Donc, on a à peu près 50% des requêtes qui ont été flaguées comme malveillantes directement. Il y a 62 000 requêtes qui ont été non classifiées, qui potentiellement peuvent être malveillantes, potentiellement peuvent ne pas l'être, mais on ne sait pas. Et il y a seulement 2 000 requêtes qui ont été reconnues comme bénignes. Ce qui fait qu'on peut supposer, sans prendre trop de risques, directement quand on va avoir notre serveur en ligne, qu'au minimum 50% de notre bande passante, elle va être utilisée par des acteurs malveillants. Alors, ces acteurs malveillants, déjà, qui c'est et qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font? En fait, la technique pour faire du scan de machines qu'on ne connaît pas, en tout cas découvrir des machines et tester des services dessus, c'est le scan de masse. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est scanner l'ensemble des adresses IPv4 qui existent. On scanne toute la plage d'adresses IPv4 qui existe, tout l'Internet en IPv4, et on regarde les services qui tournent dessus. Donc, il y a des outils comme Zenmap, par exemple, Unicorn Scan ou Masscan, d'ailleurs, qui se vante de pouvoir scanner tout l'Internet en moins de 6 minutes, sous certaines conditions de réseau et de matériel, évidemment. Donc, ces outils-là, ils ont été faits pour faire des scans de masse et ils sont assez optimisés pour pouvoir, en tout cas en moins de quelques heures pour chacun de ces outils, faire des requêtes vers les à peu près 4,2 milliards d'adresses IPv4 qui existent. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, avec la puissance de calcul qu'on a et les connexions qu'on commence à avoir même chez des particuliers, rend du scan du coup de toutes les adresses IPv4 relativement possible. Alors, en termes de bande passante, ça équivaut à peu près à un upload de 240 gigas, ce qui, ça peut vous donner un ordre d'idée par rapport à ce qu'il faut comme bande passante. Donc, effectivement, si vous n'avez pas une connexion d'entreprise, disons, ça peut prendre quelques heures, mais quelques heures pour scanner tout l'Internet, scanner des ports TCP de tout l'Internet, ce n'est pas forcément énorme.
Alors, on distingue deux types de personnes et deux types de machines qui vont faire ces scans de masse. Il y a les services d'indexation. Donc, vous connaissez probablement Shodan, on en a parlé la dernière fois. Il y a Sensis aussi, qui fait sensiblement la même chose. Il y a le projet Sonar, qui est un projet de HD Moore. Donc, HD Moore, qui est la personne qui développe l'outil d'exploitation Metasploit. Donc, tous ces outils-là, en fait, c'est des outils qui vont scanner l'ensemble de l'Internet et qui vont vous mettre à disposition une base de données avec tous les résultats qui ont été trouvés. Ce qui fait que vous, si jamais vous cherchez par exemple des informations sur votre adresse IP, vous voulez voir ce qui est disponible sur Internet, sur votre routeur à vous personnellement, vous pouvez directement fouiller dans cette base de données pour voir ce qui a été découvert par Shodan, par Sensis ou par Sonar, par exemple. Alors, autre type d'acteurs qui vont faire ce genre de choses, donc des scans de masse, scanner tout l'Internet, il y a les botnets. Donc là, par contre, c'est un petit peu moins sympathique. Les botnets, globalement, vont essayer de recruter des nouvelles machines à infecter à l'intérieur du réseau de machines pour faire des attaques après avec ces machines-là. Donc, potentiellement, quels sont les risques si moi, ma machine, en tant que développeur, si moi, la machine que j'ai achetée, par exemple, que je loue chez OVH, si quelqu'un la trouve, qu'est-ce que je risque? Donc, les risques les plus courants, on va avoir de l'accès ou la modification de données privées d'utilisateurs. Alors ça, potentiellement, ça peut être très grave, ça peut être un gros souci aussi légalement. Faut noter qu'en cas de brèche de données qui concerne des informations privées d'utilisateurs, il est légalement obligatoire, depuis le RGPD, de les notifier dans les 72 heures. Donc, il peut y avoir de l'accès ou une modification de données privées d'utilisateurs. Il peut y avoir plus basiquement de l'altération du contenu de notre site web. Il peut y avoir l'utilisation de notre machine comme serveur relais pour faire des attaques, ou alors pour faire du boost SEO et analytics de domaines malveillants, par exemple, juste avec des liens sur notre site. Plus grave encore, il peut y avoir de l'élévation de privilèges à partir de cet accès sur notre serveur web. Donc, ce qui peut causer, si jamais nous on a plusieurs machines sur un réseau, par exemple, une intrusion sur l'ensemble de notre infrastructure. Il peut y avoir aussi la modification ou le vol d'informations sensibles. Alors, cette fois-ci, pas d'informations sensibles propres à notre utilisateur, mais d'informations sensibles propres à notre organisation directement. Alors, maintenant, on va détailler un petit peu plus l'architecture d'un site web et on va commencer par parler des serveurs web plus particulièrement. Donc, la base vraiment de la communication web, vous le savez, c'est le protocole HTTP. Donc, on a à gauche un client web, donc généralement un navigateur, qui va communiquer avec un serveur HTTP. Donc, il va faire une demande de ressources. Donc là, dans mon exemple, on va demander la ressource wplogin.php. Et notre serveur va directement répondre avec déjà le protocole qu'il utilise, donc HTTP 1.1, un status code, des headers et ensuite mon contenu. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'infrastructure, généralement, le serveur web, il va pas être tout seul. Dans une infrastructure moderne, entre guillemets, c'est ce qu'on voit le plus souvent généralement, en tout cas actuellement, notre navigateur va télécharger du contenu HTML et CSS et JavaScript, et le JavaScript va lui-même, tout seul, dynamiquement faire des requêtes vers un autre serveur. Cet autre serveur, généralement, ça va être notre backend. Notre backend, son travail, ça va être de faire des requêtes dans la base de données pour récupérer et pour modifier les données en fonction des requêtes qui sont faites par le front-end. Ensuite, ces requêtes, il y aura un retour, et ce retour, il sera renvoyé au navigateur qui va, avec le JavaScript directement, afficher dynamiquement le contenu comme l'application le souhaite. Alors, des serveurs web logiciels, il y en a énormément, et des technologies qui permettent d'ancrer, il y en a énormément aussi. Alors, parmi les leaders, on retrouve quand même Nginx et Apache, Microsoft IIS sur les infrastructures Microsoft. Après, on a du Tomcat, Django, Kotlin potentiellement qui peut nous permettre de faire nos serveurs web, ExpressJS aussi, de la même manière en Node.js. Alors, point intéressant, on a notre serveur web, mais généralement, quand on loue un serveur, quel que soit l'hébergeur, on ne va pas juste avoir le service, on ne va pas juste avoir le port 80 ouvert, on ne va pas juste avoir un service HTTP qui tourne dessus. Généralement, sur un serveur, on a du SSH, on a du FTP pour pouvoir envoyer nos fichiers, et ça aussi, potentiellement, ça peut être des sources d'intrusion. Alors, je vous parle de SSH, je vous parle de FTP, mais il arrive aussi sur certaines machines qu'on peut louer, qu'on ait directement du RDP, du VNC, du SMTP, du DNS, etc. On peut avoir beaucoup de services potentiellement sur une machine qui originellement sert juste au service de fichiers HTTP. Alors, autre type de service qui va lui aussi être très vulnérable, ça va être les moteurs de base de données. Donc, on a en base de données NoSQL, on a Redis, MongoDB par exemple. En SQL, on a MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, etc. Alors, je suis obligé de le citer, même si ce n'est pas un moteur de base de données. Un composant qui est très souvent installé et très souvent exploité, c'est PHPMyAdmin, qui permet d'administrer des bases de données MySQL.
Alors, je vous parlais de bases de données NoSQL aussi, parce qu'il n'y a pas que les bases de données SQL qui peuvent être exposées. Par exemple, juste si on recherche sur Shodan les bases de données MongoDB qui sont accessibles publiquement, on en trouve à peu près 78 000. Un grand nombre de ces bases de données, si on fouille un petit peu, elles ont été effacées par des personnes malveillantes qui demandent en échange une rançon. Alors, pourquoi il y en a autant et pourquoi je choisis MongoDB en exemple? C'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont eu des soucis ces dernières années avec. Parce que de base, MongoDB, avant 2017, avant sa version 2.6, écoutait sur toutes les interfaces réseau son hôte. Donc, il était potentiellement exposé sur le WAN très facilement. Et MongoDB, de base, dans sa configuration d'origine, n'utilise pas d'authentification. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont installé MongoDB sur un serveur, qui l'ont lancé, et qui n'ont pas forcément réalisé que leur base de données était accessible depuis le WAN. Alors, il n'y a pas que les moteurs de base de données qui sont hébergés par nous potentiellement, qui existent et qui peuvent aussi être vulnérables. Il y a Firebase, il y a les outils d'Amazon comme S3 et RDS par exemple. Et je vous disais, ceux-là aussi, ils peuvent aussi être vulnérables à l'exposition de données. Donc, par exemple, Firebase. Alors, Firebase, dans sa configuration, il a une gestion assez simple, assez basique des droits. Donc, globalement, on peut cocher soit rendre notre base de données accessible à tout le monde, soit la rendre accessible uniquement aux utilisateurs enregistrés sur mon compte Google. Alors, en soi, ça peut sembler relativement simple et du coup, on se demande pourquoi il y en a qui sont exposés. C'est parce que malheureusement, il y a beaucoup de tutos et il y a beaucoup de documentation, même de documentation officielle, qui n'explicite pas ou alors qui explicite très peu la manière et l'importance de ne pas rester sur sa configuration de test pour votre base de données. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de bases de données qui sont utilisées par des applications mobiles, par des applications web, qui sont ouvertes au public et qui contiennent parfois des informations sensibles comme des mots de passe. Alors, par rapport à S3, le problème est un petit peu différent. La gestion des droits sur AWS, elle est très précise, elle est beaucoup plus granuleuse, mais par contre, elle peut être parfois assez cryptique, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs non initiés qui vont avoir des buckets S3 qui seront complètement exposés parce qu'ils n'ont pas eu envie de s'embêter avec la configuration, ou alors tout simplement qui se sont trompés sur la configuration et qui exposent des ressources qui ne devraient pas être exposées. Du coup, je vais te repasser la parole pour cette partie. Parfait. Merci Jérémy. Donc là, on a eu une bonne vision des technologies qu'on va retrouver, toute l'infrastructure en fait qu'on va pouvoir trouver sur du serveur web. Et maintenant, on va passer en fait aux attaques. C'est quoi on a vu les risques, mais concrètement, en termes d'attaques, comment ça se transcrit, donc les principales attaques, donc on va vous en lister quelques-unes. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on a choisi les principales. La première que tout le monde a déjà entendue, c'est dans le jargon, c'est assez connu, le DOS et le DDoS. Concrètement, ça va être le but, c'est de faire du déni de service, de rendre indisponible un site, une plateforme, une application mobile peut-être, parce que finalement, les serveurs sont impactés un peu partout, que ce soit via un seul attaquant, soit via un réseau d'attaquants, via des botnets par exemple. Donc ça, c'est le plus courant, parce que c'est entre guillemets facile à faire, si on n'a pas les bons outils de protection adéquats. Mais du coup, c'est le plus visible. Parce que du coup, là, le site, l'appli ne marche plus. Une autre attaque qui est un peu moins connue, mais qui sont assez répandue, ça va être le domaine ou subdomaine hijacking. Donc, le hijacking, on connaît, c'est le fait d'extirper quelque chose. Le domaine hijacking, en fait, c'est quelqu'un qui va racheter un domaine qui a expiré. En fait, quand vous achetez votre nom de domaine, je sais pas, toto.fr, au bout d'un moment, si vous n'avez pas activé du renouvellement automatique ou pour X raison, votre carte bancaire est expirée, et potentiellement, pendant un certain temps, votre domaine peut se retrouver disponible. Ou alors, c'est un domaine que vous avez complètement oublié, vous pensez qu'il ne sert plus à rien, mais en fait, peut-être qu'il sert encore à quelque chose. Donc, l'idée, c'est que des gens vont identifier ces domaines-là, vont les acheter, et grâce au fait d'avoir ce domaine-là, vont peut-être pouvoir récupérer, par exemple, des adresses email @ ce domaine-là. Et peut-être que les emails qui étaient associés sur l'ancien domaine donnent des droits d'administrateur ou des comptes utilisateurs sur d'autres sites. Donc, attention sur cette partie-là, si vous avez des domaines, il faut bien cataloguer qui a accès à quoi. Parce que du coup, le domaine hijacking, ça va permettre de vous substituer des comptes de manière un peu détournée. Dans l'actualité récente, ça a été assez vu sur des gros sites de campagnes, par exemple municipales ou présidentielles, où les gens se précipitent rapidement pour acheter un nom de domaine. Pas forcément à des buts de preuve de sécurité, mais ça s'est vu récemment, surtout sur le Covid. Le 11mai.fr a été acheté 5 minutes après l'allocution du président. Ce qu'on peut lister aussi dans les attaques, c'est
la Directory Traversal Attack, l'idée, c'est d'aller se balader dans les fichiers d'un site. Vous avez votre application, très bien. Vous avez des dossiers, vous allez peut-être avoir des fichiers, des ressources. Une attaque, ce serait d'essayer d'exploiter le fait que votre serveur renvoie les dossiers, les fichiers, pour essayer de remonter à des endroits où on n'est pas censé aller, et aller, par exemple, récupérer des fichiers de configuration qui ne sont pas censés être publics, des données d'administrateurs, des données développeurs, pour ensuite attaquer votre serveur web. On a tout ce qui va être buffer overflow. Donc là, l'idée, c'est d'exploiter un bug, généralement dans le programme, qui fait tourner votre serveur web, qui va être incapable de gérer, par exemple, sur certains cas, on va demander des requêtes qui sont soit exprès mal formées pour essayer de récupérer des espaces mémoire qui ne sont pas censés être visibles. Concrètement, vous avez votre serveur qui tourne, peut-être qu'il fait tourner un ou plusieurs sites, ou peut-être qu'il va faire tourner en parallèle de votre site web, il va peut-être faire tourner un gestionnaire d'email ou n'importe quel autre service. Le fait de pouvoir exploiter la mémoire et de lire là où ce n'est pas permis, ça permet de récupérer déjà dans la mémoire du programme, du site web, du serveur web, des choses qu'on n'est pas censé faire, mais aussi d'attaquer par ricochet d'autres programmes de votre machine. Donc tout le serveur web devient potentiellement exploitable. Là, dans l'actualité, il y avait Heartbleed dans les dépassements mémoire qui était assez intéressant. On en reparlera peut-être après. Et sinon, de manière générale, le plus courant, même si on l'a mis en dernier, mais généralement on retient bien ce qui est en dernier, c'est l'exploitation des mauvaises configurations ou des services qui ne sont pas à jour. En fait, c'est généralement l'action la plus simple à identifier parce qu'il y a pas mal de sites, Jérémy a pu les présenter, il y a du Shodan, il y a plein de scanners, il y a pas mal d'outils qui permettent d'identifier ça assez rapidement. Et en fait, avoir un site qui n'est pas à jour, ça expose forcément des vulnérabilités, sinon les sites ne seraient pas mis à jour. Il n'y a pas que des patchs de fonctionnalités, il y a beaucoup de patchs de sécurité. Et une mauvaise configuration, comme on l'a vu précédemment, un S3 qui est mal configuré, une base de données qui écoute là où il ne faut pas, et en fait, c'est des problèmes de configuration qui amènent des problèmes beaucoup plus graves et pas juste gaspiller un peu de ressources Internet. Ça permet vraiment de laisser des portes ouvertes un peu à n'importe qui. Là, on a vu l'attaque. J'ai un peu spoilé des fois un peu la partie défense, mais maintenant, on va rentrer plus dans les détails sur comment on fait pour défendre son serveur web contre les attaques. Le plus simple, le premier truc qu'on peut imaginer, ce serait de mettre un WAF, un firewall en fait, pour site web. Vous connaissez sans doute les firewalls pour ordinateur. Il y a des concepts qui sont similaires. L'idée, en tout cas, c'est de se dire mon site web, avant de recevoir les requêtes HTTP, je vais laisser à la charge d'un firewall qui, lui, est capable de recevoir un trafic énorme, qui est capable d'interpréter des requêtes, essayer d'identifier les requêtes qui sont légitimes et celles qui sont illégitimes. Par exemple, une IP de tel ou tel pays alors que le serveur est hébergé dans un autre pays et des requêtes qui semblent louches parce qu'il y a quand même des patterns, on arrive à identifier des requêtes louches. Peut-être que cette personne-là, on va la limiter parce que 100 000 requêtes par seconde pour une première visite, c'est trop. On sait que c'est du malware, donc on va cataloguer. Et donc le WAF, ça va vous permettre de rajouter en avant de votre site une protection qui va filtrer directement les requêtes et donc essayer de décharger le site de ces requêtes malicieuses. Il y a plusieurs technos qui existent en open source, en leader, qui marchent avec Apache et Nginx, qui sont quand même la majorité de ce qui tourne aujourd'hui si vous avez installé votre serveur vous-même, c'est sans doute ça que vous avez pris. Il y a un mode qui s'appelle mode security que vous pouvez activer, qui a pas mal de règles pré-configurées, vous pouvez en plus customiser, fine-tuner si vous avez des besoins particuliers, qui va vous apporter ça en fait de manière générale et essayer de dégager les requêtes qui ne devraient pas passer. Sinon, on a du Naxi qui marche avec Nginx et qui va plutôt cibler tout ce qui est injection. Et après, en français, parce que du coup, il y a la partie que vous allez pouvoir configurer vous-même, il y a aussi des plateformes que vous allez pouvoir intégrer qui se chargent elles-mêmes de gérer le trafic pour vous. Il y a Datadome ou alors Sucuri qui sont aux US. Là, attention, effectivement, regardez bien l'origine de votre WAF parce qu'en fait, en fonction des juridictions, peut-être que vous aurez besoin pour votre business que ça reste dans un territoire européen pour des raisons de RGPD et de compliance. Autre option, une approche préventive, parce que là, c'était le WAF, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer déjà de se dire, à certains moments, de manière générale, je vais planifier mes plages de maintenance pour faire des mises à jour. En fait, le but, c'est d'avoir une stratégie. C'est pas de se dire, OK, bon, ça fait 3000 ans que je n'ai pas fait de mise à jour,
il n'y a plus rien qui marche, je sais que mon serveur se fait attaquer. On va essayer d'aller un peu en amont et de se dire, c'est maintenant qu'il faut faire les mises à jour, tous les X mois, tous les X temps. Et du coup, savoir quand est-ce que le service ne sera pas disponible, ou alors avoir du roulement, avoir une mécanique, et avoir surtout des sauvegardes fonctionnelles. Il y a, dans l'histoire informatique, de manière générale, il y a beaucoup d'anecdotes assez sympathiques sur le fait d'avoir des sauvegardes qui ne marchent pas, ou d'avoir une seule sauvegarde, avoir du RAID ou ce genre de techno sur vos serveurs. Ce n'est pas une sauvegarde. Une sauvegarde, c'est une copie fonctionnelle à distance sur un autre espace complètement isolé qui va vous permettre de rétablir votre système si jamais tout tombe. On vous conseille forcément d'en avoir plusieurs. C'est toujours mieux que d'avoir une sauvegarde qui ne marche pas et au final de tout perdre. Du coup, l'ensemble de ces procédures, on peut aller un peu plus loin que, outre la maintenance, on peut se dire comment est-ce que je gère quand il y a un problème. Avoir des procédures, donc il y a des normes qui existent, savoir ce qui se passe quand il y a des pertes de données, qu'est-ce qui se passe quand il y a les pertes d'accès, quand il y a les pertes de services, quand il y a pas mal de choses. Avoir ces procédures qui sont prêtes et qui sont à suivre, parce qu'en plus, dans ces moments-là, on est un peu en panique. Ça va vous aider en cas d'attaque, en cas de problème, en cas d'incident, et ça arrive assez souvent finalement, de savoir quelle est la marche à adopter et éviter de tomber dans les pièges les plus communs. Pourquoi je vous disais juste avant plusieurs sauvegardes fonctionnelles? C'est parce que dans l'histoire, il y a pas mal de fois, on avait une sauvegarde fonctionnelle et dans la précipitation, on la supprime. Au lieu de supprimer les données qui sont corrompues, on supprime la sauvegarde. Donc avoir des documents standardisés qui expliquent ce qui va se passer et comment le faire, ça va vous garantir un rétablissement du service meilleur et éviter de faire des petites erreurs en ayant déjà la pression parce que votre service ne tombe pas, peut-être. Et sinon, de manière générale, surveiller régulièrement tout ce qui se passe. Donc, c'est plutôt l'approche de logging. J'ai perdu l'acronyme, je vais le retrouver. IDS-IPS. Je reprends juste. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est en français. C'est détection des intrusions et les préventions des intrusions. Je cherche un truc en anglais. Logging, loguer ce qui se passe pour pouvoir surveiller du coup les détections. Typiquement, comment Jérémy a pu faire sa petite analyse de qui se connecte quoi sur son site, c'est parce qu'il faut prévoir en avance. Ça ne peut pas forcément se faire a posteriori. Prévoir, c'est anticiper. Anticiper, c'est éviter de se retrouver face au mur sans sauvegarde, sans données, sans stratégie de rétablissement et du coup de ne pas tout perdre. Un autre point vachement important, c'est de désactiver les services qui ne sont pas indispensables. Si vous activez une connexion par un VNC à distance une fois tous les 6 mois parce qu'il faut aller se connecter sur la machine et que c'est plus pratique, etc., si vous ne vous en servez pas, il suffit de le désactiver, ça prend pas très longtemps. Ça évitera d'avoir des services qui tournent, qui eux aussi seront soumis à des failles de sécurité. Un service, c'est une porte d'entrée. Donc, si vous avez plein de services qui tournent, vous avez plein de portes d'entrée potentielles qui tournent sur vos serveurs. Et en plus, ça prend des ressources. Donc, les désactiver, c'est à la fois sécuritaire, mais aussi en termes de performance, c'est mieux. Et une approche un peu plus proactive, faire les scans de vulnérabilité de manière régulière sur les machines de l'infra. Donc ça, on va vous présenter des outils, et puis dans la démo, on va vous présenter pas mal de choses, mais outre les mesures générales de protection, faites vos scans, faites-les tourner pour voir s'il n'y a pas un truc qui est passé entre les mailles du filet, c'est un service qui écoute alors qu'il ne devrait pas. Ça devrait vous identifier pas mal de petits points un peu sympathiques. Et pour ça, une bonne manière de le faire, vous le faire vous-même évidemment, mais de planifier ça via des tests d'intrusion, via des pen tests, dans tout le système d'information d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe, on ne peut que vous le conseiller, avec des niveaux de degrés différents. Donc tout ça, ça existe dans des standards, de savoir qui a accès à quoi avant de commencer un test d'intrusion. Si vous lancez vos tests de manière régulière, vous identifierez sans doute plus régulièrement les avancées au niveau de votre SI. Quand il y a un cycle de développement, on fait pas mal de choses, on vous montrera après. Plus on développe, plus on avance, plus il y a de modifications. Et donc peut-être qu'il y a des portes ouvertes qui s'ouvrent qu'on oublie, ou des anciennes qu'on a oublié de refermer. Un test d'intrusion régulier, c'est un des seuls moyens, en tout cas de manière proactive, efficace, de se dire j'ai des experts, je les fais tester mon SI, je regarde s'il y a des choses qui sont exposées ou pas. C'est une bonne protection, même si ça peut sembler comme une attaque.
au niveau des slides, du coup, c'est bon, j'avais la télécommande qui buguait un petit peu. On va parler web application parce que là, du coup, on a parlé de web server. On a regardé, bon, bah, du coup, à quoi ça servait. Ok, c'est un Nginx, Apache, etc. On a parlé de comment sécuriser, quels sont les grands enjeux. Mais en fait, sur votre serveur web, bah, généralement, vous en servez pas que pour exposer du contenu, mais aussi pour utiliser des applications web, pour les délivrer à vos utilisateurs. De nos jours, les web apps, bah, tout le monde en fait, vous en faites sans doute, que ce soit exposé pour du web, principalement dans un navigateur, mais aussi pour du mobile. On va catégoriser ça dans des applications qui tournent du coup sur du serveur à destination du web. Dans les exemples, hein, là qu'on vous a mis, bon, il y a du Facebook, Uber, Twitter, Airbnb, Deliveroo, mais que ce soit que des services américains ou que ce soit des services français, même les impôts par exemple, etc. Tout ça, c'est des applications web finalement qui tournent. Et donc, forcément, applications web, bah, on va parler de sécurité associée, parce que forcément, il y a des contraintes et des choses à respecter. Je passe la parole, Jérémy. Du coup, maintenant, on va voir comment est-ce qu'une personne fait pour exploiter ces applications web, justement. Alors, plus précisément, je vais vous présenter les principales vulnérabilités qui, moi, en tout cas au cours de mon expérience et au cours de mon travail, m'ont permis d'avoir des accès non autorisés sur des applications web, généralement en moins de 10 minutes. Alors, le vecteur d'intrusion le plus confortable, en général, ça va être l'injection. Alors, quel que soit le type d'injection, je reviendrai dessus juste après, mais pour moi, c'est vraiment le point principal, l'injection. Ensuite, on va avoir tout ce qui est faille CSRF, donc Cross-Site Request Forgery. Donc, le principe est relativement simple, en fait. Alors, soit on va passer par une injection de code JavaScript, une injection XSS, soit on va envoyer des liens à une personne. L'idée, c'est de forger des requêtes pour faire en sorte que le navigateur de cette personne fasse des requêtes avec son compte, avec son cookie, mais à son insu. On peut retrouver aussi, par exemple, des vulnérabilités sur l'authentification. Donc, vulnérabilité sur authentification, ça va être assez large. Ça va être l'exploitation de formulaires de login, par exemple, mais aussi des mécanismes d'inscription. Par exemple, quelque chose qui fonctionne, qui a beaucoup de succès, c'est le fait de s'inscrire avec une adresse sur le domaine de la cible sur laquelle on est en train de travailler pour avoir des droits administrateurs, par exemple. Ça peut être aussi d'abuser les mécanismes de réinitialisation de mot de passe. Si ces mécanismes utilisent des tokens, par exemple, qui peut être possible à deviner, ce genre de choses. Ça peut être aussi l'exposition de données. Donc, globalement, si jamais vous avez un espace administrateur, un espace de configuration, un espace de log, si vous avez des fichiers de sauvegarde, par exemple, ces fichiers-là peuvent potentiellement être explosés et quelqu'un peut les trouver et lire du coup directement votre code PHP, par exemple, qui ne devrait pas être exposé avec des identifiants de base de données, par exemple. Ça peut être aussi de manière un petit peu plus générale la désérialisation non sécurisée. Pour rappel, la désérialisation, c'est le processus qui transforme une chaîne de caractères en données qui vont être exploitables par votre back-end. Et ce processus, parfois, il peut être exploité pour soit récupérer des informations qui seront internes au back-end, voire au serveur, voire des fichiers entiers, ou alors injecter des informations. On peut avoir aussi des vulnérabilités sur des contrôles d'accès. Donc, ça peut être la mauvaise sécurisation d'espace administrateur, d'espace client, d'espace utilisateur connecté, tout simplement. Et de manière aussi assez globale, quelque chose qui fonctionne toujours très bien, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace et qui est rapide à trouver, ça va être l'exploitation de composants qui ne sont pas à jour. Donc souvent, juste en cherchant un numéro de version, on se retrouve avec une liste d'une dizaine de vulnérabilités qu'on va pouvoir tester et qu'on va pouvoir parfois directement exploiter. Donc, ça peut être une bibliothèque JavaScript qui n'est pas à jour, ça peut être un CMS aussi potentiellement qui ne sera pas à jour. Alors, pour revenir, je vous disais un petit peu sur l'injection, ça consiste à utiliser un espace où l'application va nous autoriser en tant qu'utilisateur à entrer des informations pour injecter du code ou des commandes qui vont être exécutées soit par le serveur web, soit par le navigateur d'autres utilisateurs dans le cas de la XSS. Donc là, par exemple, je prends l'exemple d'un champ de formulaire dans lequel je peux rentrer mon email. Du coup, j'utilise la syntaxe avec $apostrophe pour échapper des commandes sur un système Unix qui vont permettre directement de demander au serveur de me renvoyer un fichier au lieu de juste stocker mon mot de passe, mon adresse mail. Pardon. Alors, il y a beaucoup d'outils d'exploitation web. Alors, parmi les principaux, les plus utiles et aussi les plus connus, on a Burpsuit. Donc, Burpsuit, c'est un proxy d'interception HTTP. Donc, il va intercepter toutes les requêtes que vous allez faire et va vous permettre de les modifier à la volée. C'est là qu'il va être très puissant.
On a Fiddler, qui globalement est un autre proxy d'interception HTTP, qui est un petit peu plus simpliste, mais qui est tout aussi puissant s'il est bien configuré. Pareil avec Charles Proxy, qui va faire le même travail. On a curl, tout simplement, quelque chose qui est assez négligé, mais curl qui est très, très pratique pour faire de nombreux tests, qui peut être implémenté assez facilement dans des scripts bash, par exemple. On a aussi tout ce qui est outil de débogage navigateur, donc on reviendra dessus, mais juste le fait de pouvoir inspecter du code, pouvoir modifier du code directement à l'intérieur de notre navigateur, c'est quelque chose qui en réalité est très très puissant. On va avoir aussi Nmap, qui est l'outil de scan généraliste absolu. Et, évidemment, il fallait qu'il soit dans cette liste. On a aussi Sublister. Alors Sublister, je vous recommande de tester et de le tester sur vos infras si vous ne l'avez pas déjà fait. Sublister, il y a aussi un projet qui s'appelle Hamas, qui est développé par l'OWASP et qui fonctionne aussi très bien. Ce sont des outils qui vont vous permettre de faire de l'énumération de sous-domaines, de l'énumération DNS. Vous allez lui passer un domaine et il va directement, en utilisant soit la transparence de certificat TLS, soit beaucoup de moteurs de recherche, trouver tous les sous-domaines qui sont associés à ce domaine. Donc Sublister et Hamas qui sont très puissants tous les deux. SQLmap, que je vais vous présenter un petit peu après, qui est un outil d'exploitation automatisée d'injection SQL. On a Dirb aussi, que je vais vous montrer après, qui est un outil qui permet de faire du brute force sur des répertoires sur un site web, si jamais vous voulez trouver des répertoires qui sont exposés qui ne devraient pas l'être. Vous avez Nikto aussi, qui est pareil, on va en reparler un tout petit peu après, mais qui est un scanner de vulnérabilité qui est très pratique parce qu'il fonctionne en ligne de commande. On a Metasploit aussi, évidemment, qui est le framework d'exploitation absolue. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de la partie sécurité. Donc, je vais repasser la parole à Michael. Oui, merci Jérémy. Donc là, tu nous as présenté plein d'outils, pas mal de choses, et on va parler de comment sécuriser du coup ces web apps. Je vais vous présenter quelques bonnes pratiques qui vont permettre en principe de contourner ce que font les outils qu'on a présentés juste avant et ce qu'on va voir sans doute pendant la démo. Les bonnes pratiques, déjà, c'est utiliser des frameworks et des bibliothèques modernes côté développement. Si on commence un projet et partir sur une vieille brique technologique, c'est se tirer balle dans le pied dans le sens où si c'est une vieille brique technologique, il n'y aura sans doute plus trop d'évolution. Et plus trop d'évolution, ça veut dire s'il y a une faille logicielle, et pas de correctif, pas de mise à jour. Donc essayer de coller quand même aux méthodes de développement modernes, donc que ce soit au niveau du langage ou au niveau des plateformes. Quand on dit moderne, ce n'est pas forcément en termes de date de sortie, c'est plutôt est-ce qu'il y a une communauté active, est-ce qu'il y a beaucoup de contributeurs, est-ce que le projet semble avoir une vision sur l'avenir. Il y a pas mal de technos du web, de manière générale, qui sont là depuis un bon bout de temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont dépassées. Et il y en a plein de nouvelles qui sont là, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont rester. Donc il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Donc ça, il faut voir avec l'équipe de développement qui saura bien, en principe, expliquer pourquoi ils ont fait ces choix-là. Toujours au niveau du code, il faut établir des normes de code et avoir du code qui va être lisible et fiable. Alors c'est un peu facile à dire, c'est sans doute plus compliqué à faire en fonction de votre business et d'enjeux de date de sortie, etc. Mais au niveau de la sécurité, avoir une norme de code commune entre les développeurs, ça va permettre d'être capable de comprendre ce que font les autres et avoir du code qui est censé être le plus concis et lisible possible. C'est censé essayer de réduire le nombre de l'apparition de bugs, sachant que sur une application qui est exposée de manière publique, un bug, c'est une porte d'entrée potentiellement, et si la porte d'entrée est un peu trop grande, on va dire, ça permettrait de donner des accès qui ne sont pas prévus. Donc on essaye de les limiter au maximum. Un bug d'affichage, du bleu au lieu du rouge, bon, c'est pas très grave. Par contre, un bug d'accès, là, c'est quand même un peu plus gênant. Mettre en place des code review au niveau des équipes de développement, c'est vraiment important. Et autant que possible, éviter d'avoir une équipe d'une seule personne qui ne contribue jamais avec d'autres personnes, qui n'a jamais de regard. Parce que la code review, ça va permettre de mettre en avant des questions du style pourquoi tu as fait ce code-là comme ci ou comme ça. Et ça va permettre justement de remettre en question un peu de certaines choses et peut-être d'avoir une vision plus ouverte et un peu plus neuve qui va permettre d'identifier des failles de sécurité ou des problèmes de performance qui pourraient aussi affecter finalement un peu la sécurité entre guillemets de votre infrastructure. Il faut utiliser des outils d'analyse du code. Il y en a plein. Il y a Sonar entre autres, c'est sans doute un des plus connus. Chaque langage et plateforme a ses propres outils, mais on a parlé beaucoup d'outils qui permettent d'analyser des serveurs, etc., de scanner des ports, etc. Ça existe aussi sur vos projets en fait. Il y a des outils
des services qui permettent de dire, OK, ce code-là, ça, il y aura un bug, c'est sûr, dans tel cas où ce code-là n'est pas suivi par des tests. Donc, utiliser l'analyse statique, ça va vous permettre d'avoir des métriques et donc de contrôler votre infrastructure, enfin votre application en disant, OK, bon, bah, j'ai 20% de code qui n'est pas testé, par contre, j'ai 80% qui est testé. Je sais que cette faille, je sais que ce bloc de code, il va falloir le refaire. Au moins, avoir une idée en tête de ce qu'il va falloir refaire, ça permet de se dire où est-ce qu'on en est. Ne pas savoir, bah, c'est potentiellement risquer que toute son application soit potentiellement attaquable. De la même manière, donc là on va passer un peu plus rapidement, avoir des tests unitaires de base pour que l'application fonctionne, mais des tests de sécurité, vérifier les accès, vérifier qu'un utilisateur ne puisse pas accéder au contenu d'un autre utilisateur, par exemple, qu'un administrateur puisse, et seulement un utilisateur puisse accéder à certaines parties du site. Il faut le tester régulièrement parce qu'il y a souvent des régressions, et plus on fait de modifications, et si on n'a pas de test, si c'est pas automatisé, ben, on s'en rend pas compte, et du jour au lendemain on fait ah bah ça je crois que ça marchait, et en fait ça marche pas. Donc les tests, ça vous permet d'éviter de perdre du temps et d'identifier rapidement ce qui va et ce qui ne va pas. Dans la même continuité, bah, avoir un vrai processus de suivi des bugs. Comment les identifier, comment les nommer, comment les catégoriser. Est-ce que c'est un bug d'affichage et c'est pas très grave? Est-ce que c'est un bug au niveau je sais pas, des données? Donc là, on pourrait se dire qu'il y a peut-être quelque chose à creuser parce que c'est un peu plus critique. Avoir un indicateur de criticité et d'impact, c'est une bonne chose et il faut le faire. Et sinon, de manière générale, gardez vos machines, surtout celles exposées sur Internet, à jour et sécurisées. Du coup, mettre tout en place pour que les mises à jour soient disponibles, pour éviter les failles de sécurité les plus communes. Et en plus, ajouter les outils nécessaires, du WAF par exemple, ou les dernières briques technologiques qui vont permettre d'éviter un certain type d'attaque, ou en tout cas de les réduire au maximum. Sur tout ce qui est web app, en termes de scan de vulnérabilité, parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, il y a la PCI, c'est l'organisme qui fait les cartes bancaires, aux États-Unis, tout ce qui est paiement, etc. L'industrie de cartes paiement, en fait, de manière générale, qui ont édité un standard qui s'appelle PCI DSS. Et donc, eux, ils y recommandent. Donc, on peut se dire que les cartes de paiement aux US, c'est quand même un bon moyen de vérifier une sécurité. Ils recommandent d'effectuer des tests, des scans de vulnérabilité internes et externes. Là, bien attention à prendre en compte tous les trimestres. C'est une recommandation à leur échelle. Hein, donc après, à adapter peut-être si vous sentez que vous avez vos différences, mais c'est la recommandation. Donc s'ils le font, c'est qu'il y a sans doute des raisons. L'idée, c'est de se dire, OK, j'ai identifié une plage de temps pour faire mes pentests, mes scans de vulnérabilité, et plutôt scans de vulnérabilité, pentest, on en parle juste après, et de se dire, OK, tous les trimestres, je fais ça, et je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui en sort, est-ce qu'il y a des nouveaux risques, est-ce que j'ai corrigé les anciens, parce que ça, c'est important aussi, on va faire le suivi d'évolution. L'idée de ce scan de vulnérabilité, c'est de dire, OK, j'ai ça qui est peut-être pas à jour, j'ai ça qui a peut-être une vulnérabilité, au moins de lister, et ensuite de prendre des actions pour les corriger. Le test d'intrusion, lui, contrairement au scan de vulnérabilité, là, eux, ils recommandent plutôt de faire des tests tous les 6 mois. Le test d'intrusion, c'est d'avoir des experts, de faire un audit des vulnérabilités pour savoir si elles sont vraiment exploitables et c'est quoi l'impact. Outre le fait de les lister, il faut arriver à voir est-ce que concrètement on peut en faire quelque chose. Les deux vont un peu ensemble, hein, d'une certaine manière, mais par contre, il y en a un qui est vraiment plus catalogue de scan déjà, il faut le faire, il faut mettre les outils en place et ensuite peut-être que vous pourrez faire du pen test. Le mieux, ce serait évidemment de penser les deux en même temps et d'avoir une approche qui évolue, mais on ne peut pas tous le faire à certains niveaux. Pour les outils, parce qu'on n'a pas tous une équipe de cybersécurité en interne et qu'on a sans doute besoin d'aide de la communauté et que vous allez peut-être vouloir déjà avoir un premier coup d'œil, ce qu'on peut vous conseiller, il y a Nessus qui est propriétaire et OpenVAS qui est un de ses forks. On va vous le présenter juste après, que vous pouvez déjà lancer de manière générale pour avoir un premier regard de comment est votre infra, qu'est-ce qui se passe chez vous. Ce seront des outils qui seront utilisés par des gens dans la cybersécurité. Hein. Jérémy va vous faire la démo juste après. Et sinon, de manière générale, on a Nikto qu'on a déjà cité juste avant, qui permet de faire du scanning au niveau du web, qu'on va vous présenter aussi. Et sinon, ZAProxy, qui est un proxy HTTP de l'OWASP, qui va vous permettre du coup à la fois à partir de l'analyse des requêtes que vous faites, aller scanner les vulnérabilités. Il y en a beaucoup des scanners de vulnérabilité sur plein de domaines et plein de techniques différentes. Nous, ce qu'on vous conseille forcément, c'est de les passer les plus populaires dans un premier temps et de regarder ce qui en ressort.
sachant qu'ils ont tous leur subtilité et peut-être qu'il y en a qui sont plus simples à utiliser que d'autres chez vos développeurs ou chez vos personnes dans la sécurité. On va passer à la démo. Donc le but, c'est de se dire, on a une petite infra qu'on a préparée pour vous. On a imaginé un début de projet en cours de développement, comme on aurait pu le trouver sur Internet. Typiquement, par hasard, hein, on pourrait très bien soit avoir un tweet qui parle d'une startup, et puis en fait, il y a un premier site qui apparaît, ou alors on pourrait le trouver parce qu'on est en train de scanner Internet et on tombe sur une IP, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va voir. Ce qu'on a pour l'instant à disposition, c'est une adresse IP. On n'a pas plus d'infos, et ben, on va regarder comment on fait ça. Donc, je vais vous partager mon écran. Partage d'écran. Du coup, ça va arrêter le tien. Ok, donc là, en principe, enfin, Jérémy, tu devrais voir mon écran et les autres aussi dans c'est le bon chat. chez moi. Ok, donc bah, j'ai trouvé une IP, je me connecte dessus. Donc là, j'ai mon navigateur Internet. Bah, je regarde rapidement. Ah, BTC Exchange, une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Ok, sympathique. Un champ pour se préinscrire. Donc là, ça ressemble purement à pas mal de pages de lancement de projets qu'on pourrait avoir dans une startup. Et ensuite, ok, bon, on voit que ça, a priori, c'est une sorte de blog parce qu'il y a des archives, des catégories, etc. Je vois du WordPress, propulsé par WordPress. Ok, donc je pourrais me dire, ok, ça a l'air d'être sur du WordPress, ça a l'air assez récent, 28 avril 2020. Qu'est-ce que je pourrais faire en premier? Eh ben, je pourrais peut-être dire, on va aller voir le code source de la page. Hop. Donc là, tu vois toujours, Jérémy? Je vois toujours. Parfait. Donc là, j'ouvre juste les sources HTML de la page par curiosité pour me dire, bah, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser? Par exemple, un numéro de version de WordPress un peu ancien ou des choses un peu bizarres au niveau du code. Donc, si vous n'avez pas fait de WordPress et ou que vous ne connaissez pas le HTML, je vais essayer de summariser. On va pas passer 3 heures là-dessus. Au début, bah, on a juste ce qui va s'afficher en gros en tête de page et ce qui va servir au référencement et à charger des images, du style, etc. Donc tout ça, ça correspond tout ça à l'affichage en gros du site et au JavaScript qui va s'afficher au CSS. Ce code-là, je vois, ok, ça a l'air d'être le menu de recherche là. Ok, bon, très bien. J'avance encore. Header title, donc là c'est toute la partie header. Je vois rien de particulier, donc voilà, bon, pour l'instant on continue, on a la fin du header, j'avance. Ok, du HTML pur, pour l'instant il n'y a aucune information qui me semble pertinente, c'est vraiment juste de l'affichage. On voit la partie où ça parle de catégorie, ok, très bien. Il y a marqué, ça c'est des icônes, il y a marqué le nom de l'auteur. Donc là on en est là, à peu près. J'avance. Je vois la nouvelle plateforme de référence pour l'échange de crypto-monnaies. Donc, ok, bon, bah, c'est ça. Hein. On avance dans la page. Donc, on décortique au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. J'avance. Et puis là, code custom du développeur de l'agence ne pas touché. Alors, ça, c'est bizarre parce qu'en fait, tout le truc avant, c'est sans doute du code qui est fait par le WordPress ou par le thème de WordPress. Par contre, là, on voit qu'il y a un code qui a été rajouté. Donc, c'est-à-dire que la personne a peut-être modifié. Code custom, ça pue un peu parce qu'on peut se dire que c'est un code qui a été fait un peu vite parce qu'il fallait aller vite ou parce que c'est pas cher ou pour X raisons. Ok, c'est un code qui ne fait pas partie de WordPress, qui a été rajouté donc. Il n'a peut-être pas les mêmes standards de sécurité, de conception que l'équipe de base. Et donc, qu'est-ce que c'est cette partie-là? Je vois que c'est se préinscrire avec le formulaire. Donc, a priori, c'est cette partie-là du site. Je vais continuer un petit peu. Ok, rien de particulier. Propulsé par WordPress. Donc, a priori, bon, mon intuition avait l'air d'être bonne. Et donc, par contre, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est ok, bah, je vais jouer un peu avec cette partie-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux taper un email, j'imagine. Donc là, je teste de manière normale. Hein, je m'inscris, Toto, Yopmail. Ok, merci pour mon inscription. Ok, qu'est-ce qui se passe si je recommence? Ok, ah, il y a déjà un utilisateur préinscrit. Bon, ok. Est-ce que je peux mettre un email pourri? Si je mets n'importe quoi. Alors, côté HTML, du coup, il me bloque. Par contre, est-ce que côté serveur, il me bloque? Je ne suis pas sûr. Donc, si je fais, par exemple, il y a plusieurs manières de le faire. Une approche, ça pourrait être de se dire, bah, je vais modifier le type ici, je vais le faire sauter pour mettre la valeur que je veux. Donc là, si je tape ça, bah, du coup, ça passe. Donc, c'est-à-dire que théoriquement, je peux envoyer n'importe quoi. Et en plus, dans l'URL ici, je vois mon email. Donc, ça veut dire que je peux soit modifier le HTML pour envoyer n'importe quoi, ça a l'air de partir sur le serveur, soit je peux
à modifier directement ici dans la barre d'adresse. Donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être que je peux injecter, vu qu'ici, il y a l'email que j'ai affiché qui s'affiche, qui est en haut, qui s'affiche, peut-être que je pourrais essayer de déclencher une faille XSS, c'est-à-dire faire afficher du contenu par le site, par exemple une pop-up, etc., pour essayer d'exécuter du code. Et à partir du moment où moi je peux exécuter du code qui sera interprété par un navigateur, peut-être que je peux faire une page un peu sale, l'envoyer à Jérémy en lui disant vas-y, clique, n'aie pas peur. Ou alors peut-être qu'il le verra dans son back-office, parce que si c'est mon email et que lui il a une page qui liste les adresses email de tout le monde, bah, ça veut dire qu'il va l'afficher. Donc si je peux exécuter du code, ça veut dire que je peux exécuter du code chez lui. Vous allez voir avec l'exemple. Si par exemple ici je commence à mettre, je sais pas moi, un script alerte 42, est-ce que ça fait quelque chose? Ah, j'ai bien du JavaScript qui s'exécute. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici c'est censé être mon email. Il n'y a pas de sécurité a priori apparente qui a été mise en place, et donc tout ce que j'ai créé ici, ça s'affiche là, et comme c'est du script, je peux exécuter du script. Ça tombe bien. Moi, j'ai pas mal d'outils qui me permettent de faciliter, à partir du moment où j'ai ce genre de faille qui est détecté, j'ai des outils qui permettent de faciliter la prise, entre guillemets, de contrôle à distance. Il y en a un qui s'appelle XSS Hunter, qui est très bien, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et donc, l'idée, c'est que lui, automatiquement, il va permettre de charger un script à distance. Et ce script à distance, il va faire pas mal de remontées d'informations pour moi. Il va aller prendre ce qu'il y a dans les cookies. Il va peut-être essayer d'aller récupérer la configuration du navigateur de Jérémy, il va peut-être ou de l'administrateur de manière générale. Donc, je copie ce payload. Je le mets tout simplement à partir de l'endroit où je sais qu'il y a une faille potentielle. Hop. Hop. Et donc là, je teste déjà chez moi. Est-ce que ça a marché? Est-ce que j'ai quelque chose qui a trigué? Ah, déjà, je vois que chez moi, ça a l'air de fonctionner. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que maintenant, dans la base de données, puisque là, ça fait une inscription, dans la base de données, j'imagine qu'il y a cet email qui existe. Script src égale mkkel.xss ht. Et donc, avec un peu de chance, un administrateur va aller sur la partie admin et va aller déclencher mon script. Donc là, on va simplifier un peu les choses. On va se dire que Jérémy va aller dans sa partie administrateur et va, sans s'en rendre compte, parce que du coup, c'est silencieux, va aller déclencher mon script. C'est fait. Et donc là, je vois une nouvelle entrée. Donc je vais aller voir le rapport. Et donc je vois, je vois déjà quelle adresse a été concernée. Je vois les adresses IP. Je vois l'user agent. Donc je peux essayer de deviner qu'il y a du Windows. Il y a du moteur compatible Chrome. Il y a des cookies. Là, c'est plutôt intéressant parce que du coup, si la personne commence à être loguée sur le site web, je pourrais récupérer certains cookies. Et puis, après, il y a des choses qui ont été remontées par le script, la page qui est exécutée. Et donc, rien que ça, déjà, ça me donne pas mal d'informations un peu sympas. Là, de ce que je vois, c'est que j'ai des tests cookie check. Et donc, potentiellement, si j'avais des cookies un peu plus intéressants, donc là, je pense que tu n'étais pas logué sur WordPress, ou en tout cas, tu t'es peut-être délogué. Ah oui, c'est possible. En principe, je pourrais potentiellement récupérer son cookie et l'injecter dans mon navigateur. Donc, je te laisse peut-être trigger la page. Ouais, je fais ça. Donc, le but, c'est d'injecter ce genre de code un peu partout sur le site web en espérant, du coup, faire en sorte qu'une personne qui ait des droits supplémentaires passe, l'exécute et ensuite fasse remonter des cookies en plus. Je le vois pas là. Attends, je vais réfléchir. Alors attends, il faut que je retourne du coup dans l'espace administrateur. Après, pour la démo, moi j'avais. Oui, si tu as l'autre. Il a été filtré, j'ai l'impression. C'est bête parce qu'on avait prévu effectivement un fallback de cookies. Et si tu te relogues et que tu le refais. J'arrive à l'interface, c'est pas très explicite. Donc là, le but, c'est qu'au bout d'un moment, je remonte le bon cookie, parce que là, du coup, j'ai des cookies, mais qui ne me servent pas précisément. Et donc, après, que WordPress pense que c'est moi l'administrateur, puisque je serai logué en tant que Jérémy, tout simplement. Je vais montrer concrètement comment j'aurais fait, et puis c'est pas forcément bloquant. Concrètement, dans mon navigateur, je peux modifier
Donc, je peux installer par exemple une extension de cookie, hein, je sais pas, Chrome, cookie extension. L'idée, ce serait ça, d'aller modifier. On peut le faire en JavaScript aussi. Par exemple, edit this cookie. Il y en a plein. Hein. Je prends le premier que je connais. Et automatiquement, du coup, je peux avoir accès. Donc, vous le voyez. Tu l'as peut-être reçu là d'ailleurs. Ok, je vais aller je me suis déconnecté, je me suis reconnecté. Hop. Alors là, j'en vois aucun, mais c'était. Ah, c'était peut-être moi celui-là. Attends, pardon. Ok, parfait. Donc là, je vois un WordPress logged in. Ça, je sais que, par expérience, je sais que c'est les genres de cookies plutôt intéressants. Et donc, je vais essayer de l'injecter. Du coup, je peux faire ajouter un cookie. Et donc, le nom, c'est cette partie-là. Tac. J'enlève le égal. Et il va aller jusqu'à ce point virgule. Sur WordPress, je sais que le chemin d'accès, c'est WP-admin. Donc, c'est pour ça que être capable d'avoir un scanner qui va identifier « Ah, ça, c'est un WordPress, ça, c'est quelque chose », ça va nous simplifier la vie. Mais de toute façon, la remontée du cookie va l'afficher. Et c'est une session, tu peux le lire. Ouais. Parfait. Donc là, j'ajoute le cookie. Et donc, si je rafraîchis, et que je vais dans WP-admin surtout, alors j'ai du mal à l'injecter. Attends, je vais le rajouter. WordPress login. Etc. Oui, normalement, tu les as tous. Je vais le recopier-coller juste ici parce que en fait, là, c'est l'éditeur de cookies qui se moque de moi. Parce qu'en fait, dès que je change d'onglet, il me l'enlève. Ouais, ok. Ajouter un cookie. Bon, du coup, j'ai peut-être pas pris le meilleur. Effectivement, c'est pas celui qu'on avait utilisé avant la démo, même si on l'avait identifié celui-là. Ok, donc WordPress logged in. Ok, je le mets. Je garde la chaîne de valeur. Ça, c'est le contenu. Laisse-le peut-être sur slash dans le doute. Là, il me l'a fait sur slash cette fois-ci. Ok. Je mets en session. Hop. Je ne suis pas connecté depuis la nuit. Donc là, si je rafraîchis, hop, je vais remettre l'adresse. Je ne vais pas faire rafraîchir, je vais retaper l'adresse directement. WP admin. Non, là, il passe pas, mais j'ai dû. Je vais avoir un problème avec mon truc de cookie. Ouais, effectivement, il est peut-être un peu capricieux. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais en tout cas, ce qui aurait dû se passer, après, j'en avais testé plusieurs hier. Peut-être celui-là que j'avais utilisé, mais bref, au final, l'idée, c'est juste, je serai connecté en tant que Tyler, puisque du coup, j'ai la valeur de son cookie qui remonte dans l'interface, tout simplement. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant d'utiliser un proxy d'interception HTTP comme Burp, par exemple, parce que c'est le genre d'opération que le navigateur n'est pas trop censé faire. On est obligé d'installer des extensions pour ajouter ces cookies. Et c'est quand même plus simple d'avoir un outil dédié qui sert vraiment à l'exploitation, qui permet d'injecter ces cookies assez facilement. On va passer à la partie 2, où du coup, donc là, on a identifié, donc pour faire le récap, sur le site web, un champ qui n'est pas sécurisé correctement peut être sensible du coup sur de l'affichage comme là, et donc envoyer un script sur le site web qui pourrait être déclenché par d'autres personnes. Mais il y a d'autres manières aussi d'attaquer ce genre de site, et je vais laisser Jérémy en parler. Alors, je vais partager mon bureau. Oui, celui-là. Alors, je vous avais parlé de Nessus un petit peu plus tôt, pour vous montrer rapidement à quoi ressemblent les rapports qui sont produits par Nessus. Vous avez quelque chose comme ça. Donc là, il m'a fait un fichier HTML. On peut choisir plusieurs formats pour les sports. Alors, tout ce que j'ai fait comme configuration sur Nessus, je lui ai donné le type de scan que je voulais faire. Donc, je lui ai dit que je voulais faire un scan étendu. Et je lui ai donné l'adresse IP de ma machine. C'est les seules informations que j'ai données à mon scanner de vulnérabilité pour faire ce scan-là. À partir juste de mon adresse IP, il a réussi à récupérer plusieurs choses. Donc, il a trouvé une vulnérabilité qui est classifiée comme haute et trois vulnérabilités qui sont classifiées comme moyennes. Donc, la vulnérabilité qui est classée comme haute, c'est une injection SQL. Donc, c'est quelque chose qui va me permettre d'injecter des requêtes à l'intérieur de la base de données. Donc, celle-là, on va s'en occuper juste un tout petit peu après. On voit aussi qu'il y a une XSS. Donc, si on clique dessus, on a plus d'informations sur ce qui a été trouvé. Il me dit que c'est le paramètre email
de ma route slash. Donc ça, en fait, c'est l'injection de code que Mickaël a trouvé juste avant et qui nous a montré. Autres informations qui ont été récupérées. Alors, il trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont bleues, donc qui sont en info, qui ne sont pas forcément indispensables. Cependant, il y a plusieurs infos qui sont assez intéressantes, notamment celle-là. Donc, il a récupéré directement, en regardant les headers qui ont été renvoyés par le serveur, que mon serveur, c'était un serveur Nginx en version 1.14.2. Et on a aussi, hop, je vais fermer celui-ci, une autre information intéressante qu'il a découvert tout seul. C'est celle-là. Web Server Directory Enumeration. En fait, mon scanner de vulnérabilité, ce qu'il a fait, alors celui-là en particulier, ils ne le font pas tous, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi testé des répertoires pour voir s'il y avait des répertoires ouverts sur mon serveur qui ne devraient potentiellement pas l'être. En l'occurrence, il a trouvé un répertoire /test à l'intérieur. Donc, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. /test. Du coup, quand tu dis qu'il a testé, c'est parce que du coup, là, typiquement, il a tapé plein de mots qu'il pensait pouvoir être vulnérables. Oui, c'est ça. C'est une attaque par dictionnaire. Il avait un dictionnaire de répertoires et en fonction du coup de ce qu'il a trouvé, il a testé des répertoires à la chaîne pour essayer de voir s'il y en avait qui existaient sur mon serveur. Du coup, là, il en a trouvé un qui existait. Alors, celui-là, il n'y a pas grand-chose dessus, mais par contre, ça va me permettre de vous montrer une vulnérabilité qui est assez répandue sur les serveurs Nginx et qui est en réalité liée à une erreur de configuration et pas liée directement à une vulnérabilité de Nginx. Donc là, j'utilise un serveur Nginx sur ma machine qui est un serveur à jour. C'est la dernière version qui est disponible sur Debian. Ma Debian aussi est à jour. Donc, ce n'est pas un problème avec la version de Nginx, c'est quelque chose qui est un souci avec ma configuration qui peut être exploité de manière relativement simple. Donc, en fait, Nginx, en fonction de la manière dont je fais ma configuration, si jamais, quand je spécifie un champ location, j'oublie de mettre un slash à la fin de ma location, donc là, en l'occurrence, dans ma configuration, je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Voilà. Ici, c'est ma location /test. Donc, si jamais vous avez déjà fait un peu de configuration Nginx, ça vous parle. J'ai juste oublié de mettre un slash ici, à la fin de ma location. Alors, ce souci de configuration, il crée une vulnérabilité qui va me permettre de remonter dans l'arborescence pour aller fouiller dans d'autres fichiers. Donc, pour faire ça, il suffit tout simplement de faire test.slash. Et là, directement, je vais remonter dans mon arborescence. Donc, imaginons que mon serveur, que mes fichiers qu'il a sont servis soient dans le dossier /srv, je vais remonter directement à la racine de /srv. Alors là, en l'occurrence, on est dans un dossier var3w htdocs, il me semble. Donc là, je devrais pouvoir fouiller à l'intérieur de mon dossier var3w. Alors, par contre, étant donné que je peux remonter du coup à l'intérieur de ce dossier var3w, je peux fouiller l'intérieur. Je peux voir par exemple que si je redescends à l'intérieur de test, je peux bien effectivement redescendre dans mon arborescence. Par contre, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ce dossier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil automatisé qui, un petit peu comme Nessus, va tester énormément de possibilités jusqu'à en trouver certaines qui fonctionnent. Alors, je vous en ai parlé un petit peu brièvement. Il y a un outil qui s'appelle DIRB qui permet de faire de l'énumération sur des répertoires sur un site web. DIRB, on a juste à lui passer une URL. Il vient à lui-même avec son dictionnaire de répertoire et il va commencer à fouiller à l'intérieur. Donc, je le lance. Et on voit ici qu'il est en train de tester beaucoup de choses. Il teste test.slash et on voit à chaque fois ce qu'il est en train de tester. Alors, de l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne en fait à l'intérieur de mes logs. Donc là, en fait, là de mon côté droit, sur mon terminal droite, c'est ce qui se passe sur la machine et c'est toutes les requêtes qui sont en train d'être faites. Donc, en fait, DIRB, il fait énormément de requêtes pour trouver des choses. Donc, il a trouvé plusieurs répertoires dans ce dossier. Il a trouvé un htdocs, un html, un logs et un test. Donc, test, c'est celui dans lequel on était à l'origine. Je vais couper le scan directement. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Donc, htdocs, alors, je connais mon arborescence. Du coup, on ne va pas fouiller forcément dans tous. htdocs, c'est celui sur lequel il y a le WordPress. HTML, c'est pour il y a d'autres fichiers statiques pas forcément très intéressants. Par contre, il a trouvé le fichier logs qui, si on regarde ma configuration Nginx, n'est pas supposé être accessible, il n'est pas à l'intérieur, mais par contre, directement, comme ça, je pourrais y accéder. Donc, si jamais je vais sur test, que je remonte et que je redescends dans logs, ça va forcer mon serveur Nginx à fouiller l'intérieur et à directement charger mon fichier index.html.
Et là, en l'occurrence, j'ai mis quelque chose qui n'était pas exposé sur le serveur. Donc, j'ai un fichier HTML avec directement des statistiques sur mon serveur qui ne devraient normalement pas être exposées aux visiteurs. Donc, première chose qu'on peut faire par rapport aux informations juste que nous a donné Nessus, c'est directement trouver ce genre de répertoire. Maintenant, Nessus nous donnait une autre information intéressante, je vous disais qu'on allait revenir dessus, c'est le fait qu'il y ait une injection SQL qui soit possible. Et c'est celle qui a la plus grande gravité. Parce qu'effectivement, à partir d'une injection SQL, on ne va pas juste pouvoir modifier la base de données, on va pouvoir aussi potentiellement écrire dans des fichiers et injecter des commandes directement sur la machine. Donc là, nous, on va s'attaquer à cette injection SQL. L'injection SQL, Nessus me dit directement où est le souci. Donc c'est sur le champ email. Alors, on pourrait la faire à la main, mais pour gagner du temps, on va utiliser un outil qui s'appelle SQLmap, qui est un outil d'exploitation très puissant pour tester des injections SQL. Alors, attention avec SQLmap, quand vous testez sur vos infrastructures, c'est très rare, mais potentiellement, SQLmap peut faire des actions destructives, donc, à utiliser vraiment sur des infrastructures de test. Donc, SQLmap est très simple à utiliser aussi. Je vais juste avoir à lui spécifier une URL. Donc, je vais directement... Est-ce que je l'ai sous la main? Non, je lui spécifie dans mon URL un paramètre. Donc, peu importe la valeur, on s'en fiche, il va la remplacer de toute manière. Et ensuite, je lui dis ce que je veux faire. Donc, par exemple, si jamais je veux lister à l'intérieur de ma base de données toutes les tables, je vais pouvoir faire un tiret-tiret. Toutes les bases de données, déjà, à l'intérieur de mon moteur de base de données, avant de lister les tables, je vais pouvoir lui demander avec tiret-tiret DBS. Donc, là, SQLmap, quand je vais le lancer, il va faire plein de requêtes sur mon site pour essayer de trouver une injection sur ma base de données. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tu n'es pas en HTTPS sur ah oui, merci. Donc là, il va tester plusieurs choses sur mon site. Il va tester des injections SQL. Là, il me dit qu'il a réussi à trouver une injection et il va directement m'afficher ce qu'il y a à l'intérieur de ma base de données. Donc, j'ai plusieurs bases de données. J'ai une base de données Information Schema qui contient des métadonnées, MySQL et Performance Schema qui ne sont pas forcément très intéressantes. Par contre, j'ai une base de données WordPress. Donc, si jamais, moi, par exemple, à partir de là, je veux fouiller à l'intérieur de ma base de données WordPress, je vais pouvoir faire -d pour lui spécifier la database que je veux utiliser. Et par exemple, lui demander de récupérer toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc là, si vous regardez à la droite, on le voit faire plein de requêtes SQL pour récupérer mes informations. On voit qu'il a récupéré à l'intérieur de ma table WP Users des emails avec un hash de mot de passe et il me demande directement, c'est quelque chose qui fait partie de SQLmap, si je veux qu'il stocke ce hash de mot de passe pour essayer de le craquer. Donc, c'est un outil qui est très puissant, qui va me permettre déjà de tester plein d'injections SQL sans forcément avoir à les retenir, sans forcément avoir à chercher très longtemps. Il en connaît énormément, il permet de tester beaucoup de choses. Et en plus, il va me permettre, une fois que j'ai une injection, de faciliter beaucoup de choses. Faciliter beaucoup de choses, il va même potentiellement me faciliter le fait d'avoir l'exécution de commandes sur ma machine. Donc, si jamais je lance SQLmap, je lui donne les mêmes options, mais je lui passe le paramètre os-shell. À partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va uploader un fichier. Alors, il me demande si je veux un fichier ASP, ASPX, JSP ou PHP, en fonction de ce qui peut être utilisé sur ce serveur. Là, en l'occurrence, on va lui dire un fichier PHP. Il va uploader un fichier PHP sur mon serveur pour me permettre, en PHP, de lancer des commandes de manière complètement transparente, en fait. Donc là, il a fouillé sur mon serveur. Il a essayé d'uploader des fichiers dans var3w.html, htdocs, etc. Il a réussi. Et là, j'ai mon shell directement de commande sur lequel je vais pouvoir lancer des commandes sur mon serveur. Je vais pouvoir aller fouiller dans mes fichiers, regarder par exemple mon fichier etc password, pour les utilisateurs que j'ai sur ma machine, etc. Et je vais pouvoir lancer directement toutes les commandes que je veux sur ma machine, par exemple. Donc voilà, SQLmap qui est un outil qui est extrêmement puissant, alors qui peut potentiellement être dangereux dans certains cas, mais si jamais vous avez une infrastructure de test par exemple et que vous voulez la tester pour des injections SQL, ça peut vous faire gagner potentiellement énormément de temps. Et voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont vous voulez vous parler. Du coup, oui, on va peut-être tu peux remettre les slides. De toute façon, je crois que c'est juste les dernières salles de questions et peut-être les Twitter et compagnie. Non, ce qu'il fallait retenir, oui, juste de la démo, c'est
que du coup, à partir d'un simple accès, entre guillemets, à une base de données, finalement, on récupère l'accès à la machine. Et donc, c'est pareil, à partir du moment où on peut naviguer dans les fichiers, on peut récupérer des informations un peu sensibles. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait la faille, il faut qu'elle soit identifiée pour pouvoir être exploitée. Mais il y a tellement de vecteurs d'attaque et d'ouverture possibles qu'il faut connaître son informatique, la maîtriser. Et pour ça, du coup, ça va permettre de faire la transition, je pense, sur la slide d'après. C'est comment on fait, du coup, Jérémy, est-ce que tu as des guides, est-ce que tu as des techniques, des références qui permettent de savoir tout ça? Oui, du coup, à quoi se référencer, nous, en tant que développeurs, en tant qu'admin 6, pour la sécurité de ces projets web? Alors, globalement, vous savez, il y a tout le contenu de l'OWASP qui est tenu à jour très régulièrement, qui est très intéressant. Ils font des conférences, ils sont très actifs, notamment pour le web en particulier. Il y a le Web Security Testing Guide, qui est parmi des plus mis à jour récemment, qui permet vous-même de tester vos propres applications et surtout de connaître les manières de les exploiter. Il y a aussi, il faut les citer, les recommandations de l'ANSSI qui font aussi beaucoup de travail de documentation, et du très bon travail de documentation, notamment sur la manière de sécuriser son site web. Donc ça, c'est des ressources que je vous donnerai juste après. Et du coup, on va pouvoir passer rapidement, en fonction du temps qu'on a, aux questions. Alors, pour rappel, les ressources du talk sont disponibles, je vous disais, je vous remettrai le lien dans le chat juste après, sur fenrir.training/talkweb. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sur nos handles, @lp1.u et @mikkklfr. On vous remercie. Et je regardais les questions. Les questions, c'est où on retrouve le talk, donc ça c'est cool. Et sinon, est-ce que tu peux peut-être juste nous réafficher la conf Nginx que tu avais affichée? Oui. Alors effectivement, celle-là, c'est important parce que c'est une erreur qui est relativement facile à faire. Et sinon, le dossier, c'était fait exprès. C'est juste pour dire, en fait, sur ce serveur-là, on avait des dossiers qui étaient censés être cachés, qui n'étaient pas visibles par tout le monde. Mais à partir du moment où il y a une route où on ne met pas de slash à la fin, ça permet de se balader un peu partout sur le serveur et d'aller récupérer des dossiers un peu n'importe où. Ouais, en fait, dans mon arborescence, j'ai un dossier VARTRW dans lequel j'ai mon dossier test. Dans ce dossier test, c'était la page qu'on avait trouvée sur laquelle il n'y avait pas grand-chose. Mais par contre, comme dans ma configuration, je n'ai pas spécifié le slash à la fin, je vais pouvoir remonter dans mon arborescence et aller dans le dossier VARTRW logs qui peut en réalité trouver assez facilement. Et le VARTRW logs, en fait, il n'est pas du tout dans mon fichier de Nginx. Il n'est pas supposé être listé. Je ne le liste pas dans mon serveur web, mais par contre, je vais quand même pouvoir y accéder. Et là, c'est des logs, mais ça pourrait être des identifiants, des clés d'API, ça pourrait être pas mal de choses. Mais oui, le vrai problème, c'est que voilà, on a des fichiers des dossiers qui sont accessibles, alors que en principe non. Alors il y a alors c'est pas LiveTalk, je crois, l'URL. Tu peux rafficher juste l'URL des slides. Attends, je vous l'envoie dans le chat. Et sinon, sur le replay de Malte, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient déjà dispo, mais peut-être que tu vas pouvoir nous dire c'est quoi le moyen officiel d'aller les voir. J'arrive. Quoi donc? Alors, moi, je pourrais répondre à cette question à la fin si vous voulez terminer sur les trucs un peu tech. Et après, on fera un point sur les replays, tout ça. Comme ça, je vous laisse terminer vraiment. Parfait. Du coup, si vous avez une question tech, c'est le moment. Sinon, j'en vois pas d'autres. Donc, Ah, ok. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre le partage d'écran pour partager le mien. Comme ça, vous aurez sous les yeux. Ah oui, j'ai oublié que je l'avais à vrai dire. Alors oui, du coup, si vous recherchez les replays de ce talk ou de d'autres Malte Academy précédents, vous allez sur le site malte-academy.com et vous avez une page tout simplement avec absolument tous les talks donc qu'on upload aussi vite que possible. Ça nous prend quand même quelques jours à chaque fois parce que c'est fait manuellement. Donc voilà, si vous-même vous voulez proposer un talk, n'hésitez pas. Vous avez pareil un formulaire sur le site. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour être mis au courant chaque semaine des Malte Academy organisées. Et voilà, c'est assez simple globalement. Est-ce que vous voyez d'autres questions ou des choses à ajouter, Michael et Jérémy? Non. Vas-y. Non plus. Non. Non, juste peut-être tu peux nous faire juste un. J'ai une question, moi, je peux te poser. Tu avais dit au début en intro que tu étais certifié, etc. Est-ce que quelqu'un qui veut commencer, peut-être, par où il devrait commencer pour se renseigner sur la sécurité s'il veut faire une formation ou une certification?
Ah, c'est une question assez vaste. Non, mais Mais enfin, je ouais, sais pas, le noob from quelque chose, tu vois, comment on fait oui, pour ouais, ouais. devenir, Alors, comment t'as commencé à avoir ces informations? Alors, c'est quelque chose qui est assez bien au niveau de la sécurité informatique et du hacking en général. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, il y a beaucoup de partage d'informations. Alors, juste pour apprendre des choses, il y a effectivement des certifications qui vous permettent de vous former en fonction de ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui sont proposées par CompTIA, SeaCouncil, etc. Et beaucoup de formations. Il y a aussi beaucoup de contenu qui vous permet de vous tester des vulnérabilités directement et de vous exercer et d'apprendre des choses. Il y a notamment dans les projets de l'OWASP quelque chose qui s'appelle Juice Shop, qui est une application Node.js qui est faite pour être vulnérable avec de l'AngularJS à côté, qui est très 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 intéressante pour tester du coup vous-même des vulnérabilités, voir comment ça fonctionne. Sinon, effectivement, alors par rapport aux certifications, il y en a une qui est assez répandue, qui est le CH, que j'ai passé aussi en premier, celle dont on m'a parlé en premier. Elle peut pour moi Je être rebondis juste attaquée. parce que du coup, tu as une question là-dessus. Ouais, Est-ce que je la vois voilà, parfait. justement. Pour moi, on peut l'attaquer effectivement en première certification. À noter que le CH n'est pas une certification qui est extrêmement détaillée, extrêmement technique. Elle ne rentre pas beaucoup dans les détails, mais par contre, elle aborde énormément de choses. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais pour moi, oui, effectivement, elle peut être attaquée en première certification. Une qui existe depuis peu de temps et que je trouve très intéressante, c'est la Pentest Plus de Contia, qui est un tout petit peu plus technique, mais qui pour le coup a un contenu qui est vraiment extrêmement intéressant et qui est très à jour, je trouve, un petit peu plus que la CIH pour être honnête. Et effectivement, certification OSCP d'Offensive Security. Alors, Offensive Security qui fait beaucoup de choses bien d'ailleurs, qui entre autres édite Kali Linux, et entre autres qui a des certifications, notamment l'OSCP qui est beaucoup plus technique, c'est principalement que de la technique, que de la pratique, mais il y a un cours avec, pareil, qui est extrêmement intéressant. Alors celle-là, je ne l'ai pas passée, mais c'est une que j'aimerais passer quand j'ai un moment, mais c'est un investissement en temps qui est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus important par contre, parce que c'est une certification purement technique où on nous donne des machines en fait, qu'on doit exploiter et il faut qu'on fasse des rapports par rapport à ça et c'est sur une durée de 48 heures, il me semble. Du coup, ça demande pas mal de travail. Au niveau des ressources à recommander, je vous en ai mis quelques-unes sur le lien avec toutes les ressources. Sinon, il y a plusieurs sites pour s'entraîner du coup pour les certifications, comme Hack the Box notamment, qui est très bien, avec des machines assez complexes, et notamment des machines Windows, ce qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et un autre site qui est TryHackMe aussi, qui est très bien, RootMe qui existe depuis longtemps. Je les rajouterai du coup dans les ressources j'éditerai pour vous rajouter ces infos aussi. Ça me semble bon, c'est Oui. bon pour vous. Ok, bon bah nickel. Bah écoutez, merci beaucoup Mickaël et Jérémy. Merci aussi à tous les participants et participantes. C'était un peu plus un talk orienté un peu entre experts, donc c'était pas mal, ça change. Je vois que les questions étaient super précises. Ça change peut-être de la dernière fois où vous avez fait un truc plus tout public, donc c'était assez varié. C'était très cool. Merci beaucoup tous les deux. Et voilà, tous les participants, n'hésitez pas à contacter community@malt.com si vous avez des questions. Et si c'est les replays que vous cherchez, ils seront à jour, ils sont mis en ligne très vite sur malt-academy.com. Je le répète une énième fois. Merci beaucoup tout le monde. Très bonne journée. Et voilà, prenez soin de vous et bonne journée. À bientôt.